Bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Ils sont au service d'une personne ou de toute la famille et ils méritent considération, protection et attention. Les travailleurs domestiques sont célébrés au Cameroun ce 19 juin avec un appel au travail décent pour tous. Le 20h30 brosse quelques portraits de ces citoyens utiles. Drépanocytose, mener le combat jusqu'à la dernière goutte de sang. Le monde sensibilise ce jour pour une meilleure prise en charge des personnes drépanocytaires, une maladie génétique qui fait des milliers de victimes au Cameroun, des millions dans le monde chaque année. Et puis, du carburant frelaté saisi à Koutaba dans la région de l'Ouest, du sucre de contrebande saisi à Dorbé dans le Septentrion, les bons points de la lutte acharnée contre la contrebande. Dans ce journal, c'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le Cameroun célébrait avec un léger décalage la journée internationale des travailleurs domestiques ce samedi. Ces hommes et femmes qui sont à votre service et que la société désigne par des noms tels ménagères, nounous, boy, bonne, à tout faire, aide-maman, manœuvre, etc. Ces personnes ont des droits et méritent considération et protection. Yaoundé leur déroulait le tapis rouge à travers une conférence organisée par des experts investis dans la promotion du travail décent. Voici le compte rendu de Franck Evina. C'est une journée d'interpellation et de sensibilisation. Les échanges ont pris la forme d'un plaidoyer pour une vie décente pour les travailleurs et travailleuses domestiques au Cameroun. Il faut vraiment s'aimer une graine aujourd'hui qui va grandir, qui va porter des fruits de respect, qui va porter le fruit de valorisation et de rémunération pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Car des misères, ces dames de l'Association pour le développement des assistantes de maison en connaissent tous les jours. Des horaires qui ne sont pas respectés. On vous demande de faire 9 heures de travail par jour, mais les patrons vont jusqu'à 10 heures. Vous allez voir que le salaire, de fois, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous protège derrière ce salaire, on ne va pas vous le donner à temps et vous n'avez même pas le droit de revendiquer. Quand vous essayez même de revendiquer, on va vous renvoyer. Vous allez voir que vous travaillez. Si vous êtes malade, vous déclarez que vous êtes malade, le patron vous dit « je ne gère pas votre histoire de maladie ». Les permissions exceptionnelles, par exemple, lors du cas d'un décès, d'un événement qui arrive dans la famille, on ne vous accorde pas ces permissions. Une précarité entretenue par l'absence d'un cadre légal approprié et d'autres garanties sociales. Cette réflexion amplifie ainsi le plaidoyer pour la promotion et la protection du travail décent dans le secteur du travail domestique. Le respect des heures de travail devra donc se faire dans les deux sens, et par les travailleurs et par les patrons. À L3, elle résume le paysage et le quotidien des travailleurs domestiques au Cameroun. Un quotidien contrasté où le bonheur de l'employé est fonction de l'environnement dans lequel il ou elle exerce. À l'occasion de la Journée mondiale des travailleurs domestiques, notre reporter Aboubakar Abo nous raconte leurs histoires aux fortunes diverses. Suivez plutôt. À 67 ans sonnés, la cuisine de Mamari n'a jamais été si succulente. C'est le corps que je prépare pour leur donner dans la journée. Une expérience au fourneau qui fait saliver ceux qu'elle considère dorénavant comme ses enfants. Elle est comme une mère pour nous. Non, c'est comme la deuxième mère. Quand la mère est au travail, c'est elle qui reste avec nous. Ceux-ci sont en réalité ses petits patrons, car si la presque septuagénaire assaisonne ses plats d'amour, elle est en réalité employée de ménage. Le matin, j'arrive, j'entre à la cuisine, je fais la vaisselle et je commence la cuisine. Comme je travaille pendant 3 jours par semaine, donc elle a proposé de me donner 20 000 francs. Et l'argent de taxi, 10 000. Aurélie, elle, en reçoit 20 de plus. 8 métiers similaires mais foyers différents.
Je le pratique depuis 5 ans. Quand j'arrive le lundi, si je fais la lessive, je ne peux pas faire la cuisine. En plus de l'enveloppe aux 5 billets de 10, Aurélie Nanga fait partie des rares dans le secteur affilié à la CNPS, des cotisations couvertes par ses hôtes. Parce que mon mari et moi étant des agents CNPS, il a son assurance à la CNPS qu'on paye tous les mois. On est malheureusement loin du cas courant, car le tablier de ménagère cache mal les maltraitances que certaines subissent. C'est le cas de Martine. Maltraité, méprisé, des fois même injurié. Tu ne peux pas manger après avoir cuisiné. On te traite de voleur, on te traite de ceci. Parfois, on peut t'accuser de sorcière. Des services qu'elle vit en silence en attendant de trouver mieux. Ainsi va le monde des travailleurs domestiques à 2 visages. Paradis pour les uns, enfer pour les autres. Voilà qui est dit. D'une journée à une autre, ce 19 juin est journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie génétique qui se caractérise par une anomalie de l'hémoglobine, par des anémies chroniques également, mais aussi des crises et des douleurs. Au Cameroun, plusieurs milliers d'enfants en meurent chaque année. Ampleur et prise en charge de cette pathologie, c'est avec Christelle Fouda. Première maladie génétique de l'histoire, la drépanocytose fait environ 4000 morts chaque année au Cameroun, qui compte 2 des 50 millions de drépanocytaires recensés à travers le monde. Pathologie liée à une anomalie de l'hémoglobine, la drépanocytose est également appelée anémie falciforme ou hémoglobine S. C'est donc une maladie du sang et des globules blancs qui sont dès lors déformés et peinent à circuler dans les vaisseaux. Les décès dus aux complications de la drépanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de 0 à 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Les stratégies et les interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité dues à la drépanocytose sont axées sur la prise en charge appropriée de ces groupes vulnérables. Engagé dans la lutte et la prise en charge de cette maladie génétique, le ministère de la Santé publique a mis en place une stratégie et propose un ensemble d'interventions pour réduire la charge de la drépanocytose sur le triangle national. Au nombre de celles-ci, la promotion de la sensibilisation et la prévention à travers des tests prénuptiaux. Le dépistage précoce voire néonatal de la maladie et l'élaboration de protocoles de traitement adaptés et modernes dans toutes les régions. C'est dire que depuis 2008, le Cameroun a fait de cette maladie une priorité de santé publique, bataille dont des avancées majeures sont attendues à la faveur de cette édition 2021. Elles sont nombreuses les personnes drépanocytaires à se battre au quotidien pour survivre à cette maladie qui n'est pas toujours une fatalité. Fernand Tekwa est drépanocytaire âgé de 54 ans, marié depuis 17 ans et père de 3 enfants. Il travaille dans une entreprise à Douala et pour lui, cette maladie n'a aucun secret. Son portrait avec Marcel Ekassibile de CRTV Littoral. Depuis une quinzaine d'années, il fait le même parcours. Japoma son domicile, pour Bonanjo, son lieu de service. À 54 ans, Fernand Tekwa, drépanocytaire, est un administrateur logistique chevronné. Marié depuis 2004 et père de 3 enfants, le début de son mariage n'a pourtant pas fait l'unanimité. Ta maman s'est beaucoup proposé, mais elle avait dit non, c'est le monsieur que j'ai choisi. L'homme titulaire d'une maîtrise en zoologie et d'un 2A en biologie animale aime les travaux champêtres et surtout a un appétit dévorant pour les méfaits à base des feuilles de coque. J'aime le coq sucré avec la pâte d'arachide, avec le style préparé par les Bassal, le style des anglophones, j'adore dans toute cette forme-là. Et quand il n'est pas à son poste, Fernand meuble son temps à sensibiliser les jeunes sur l'importance des examens prénuptiaux. Ils font le dépistage, ils font l'électrophorie d'hémoglobine. C'est très difficile quand vous êtes déjà ensemble. Mais quand vous pouvez encore, il vaut mieux éviter de faire une drépanocytose. C'est très difficile. Ses proches reconnaissent en lui bravoure et optimisme au quotidien. Il a été toujours un homme appréciable, gentil, très, très bon. Et au-delà de son hygiène de vie stricte, son sourire reste le secret majeur de la longévité de cet homme qui ne s'est jamais laissé abattre par la maladie. Bon courage Fernand.
Toujours en santé, lutte contre le paludisme, une task force de parlementaires pour la mobilisation des ressources est en gestation. Le lancement officiel de cette structure a eu lieu cette semaine en présence du ministre de la Santé publique, une initiative de l'ONG Impact Santé Afrique. Joël Igor Abanda. Estimation de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés dans le monde par le paludisme, avec environ 7,3 millions de cas et 11 500 décès chaque année. Et pour un Cameroun émergent sans paludisme d'ici 2035, l'ONG Impact Santé Afrique et le Programme national de lutte contre le paludisme lancent ici une task force des parlementaires. Ce qu'on attend des parlementaires, c'est la mobilisation du budget de l'État pour la santé. Nous demandons précisément que l'année prochaine, il y ait une augmentation déjà de 3%, qu'on puisse aller à 7% en 2022 et progressivement aller jusqu'à atteindre l'objectif de 15% d'Abuja. En plus, cette task force permettra, n'est-ce pas, aux enfants de moins de 5 ans de se procurer des médicaments gratuitement. Pour mettre un terme au paludisme au Cameroun, des actions concrètes doivent donc être posées. Nous voulons que chacun des parlementaires disent zéro palud, je m'engage. Et là, nous allons vers les populations camerounaises. Et la troisième chose, effectivement, c'est cette poussée vers la recherche financière pour pouvoir couvrir le plan stratégique qui a été adopté. Des recommandations ainsi prises par les experts et les acteurs mobilisés dans la lutte contre le paludisme sur le terrain ont abouti à un plan d'action pour la mobilisation des fonds domestiques pour la lutte contre le paludisme. Des jeunes dévoués et bien encadrés dans la conduite et la réalisation de leurs projets financés par l'État. Le constat est du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, qui vient d'effectuer dans le littoral une visite de travail. Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral nous en dit davantage. Chose vue dans l'arrondissement de Missolé, département de la Sanaga-Maritime, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique visite une ferme tenue par un groupe de jeunes et financée par le gouvernement. Autre localité, l'arrondissement de Douala 1er, changement de prestation. Mounouna Futsu signe une convention de partenariat avec une entreprise HTT Télécom. C'est l'occasion de découvrir les divers apports de la carte jeune biométrique. Nous saluons cette initiative du groupe Yumi d'offrir des services spéciaux aux détenteurs de cette carte jeune biométrique, d'où le partenariat que nous avons signé aujourd'hui et qui va permettre d'enrichir l'écosystème carte jeune biométrique qui est déjà riche de beaucoup de partenaires dans différents domaines. Quand arrive l'inauguration du centre multifonctionnel de promotion des jeunes, c'est Douala 2e qui accueille la délégation ministérielle. Sur les visages perle l'espoir de la jeunesse de Douala 2e. Ce bâtiment représente une opportunité à saisir parce qu'à l'intérieur de ce bâtiment, on nous offrira des formations. Chose vue, réalité vécue, c'est sur cette note d'espoir que s'achève la tournée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique auprès des jeunes dont les projets ont bénéficié des financements de l'État dans la région du littoral. Les candidats au brevet d'études du premier cycle pour l'enseignement général et du CAP pour l'enseignement technique ont affronté les épreuves cette semaine. Dans le pur respect des mesures barrières, la police des examens a une fois de plus réussi à valider une autre page des examens officiels sans fuite d'épreuves. Barbara Padjama. Une autre semaine de validé pour le MINSEC. Le BEPC, le CAP, le bac technique et le brevet des techniciens ont rallongé la liste des examens déjà épuisés. Ici en Colétonne, on a même composé en plusieurs langues du monde. 52 candidats de la session bilingue, 131 candidats de la série allemand, 321 candidats de la série espagnole, 43 candidats de la série chinois et 26 candidats de la série italien. Note satisfaisante dans l'ensemble des épreuves. L'office du bac, la police des examens ont réussi à braver le contexte de la pandémie. Port obligatoire des masques, lavage des mains au scanner des candidats. Tout s'est bien passé, on a contrôlé les candidats à l'entrée, les mesures barrières ont été respectées. Et devant les salles, chaque candidat s'est fouillé lui-même comme ça a été recommandé. Près de 270 000 candidats au brevet d'études du premier cycle et certificat d'aptitude professionnelle et 11 000 au brevet et baccalauréat technique ont écrit sans fausse note.
Dès lundi, une autre page sera tournée. Parlons maintenant de coopération. Le Cameroun et le Brésil sur la même longueur d'onde. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays mènent des réflexions politiques conjointes, des thématiques d'ordre régional, multilatéral et de coopération. La délégation camerounaise était représentée par Oumaro Chinoun, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, et celle du Brésil par son Excellence Viviane Los San Martin, ambassadeur du Brésil au Cameroun. Voici la synthèse des échanges avec William Badier. De nombreux sujets d'intérêt commun au Brésil et au Cameroun ont été passés en revue au cours de la première session du mécanisme de consultation politique entre les deux pays. La coopération bilatérale, la coopération au niveau multilatéral, les thèmes régionaux, les projets qui sont en train d'être négociés ou commencés. Une séance de travail productive touchant plusieurs secteurs d'activité dans la coopération bilatérale. Je suis certaine qu'avec ce nouveau mécanisme, on va pouvoir avancer plus rapidement parce qu'on a maintenant une façon de faire un follow-up sur notre coopération, ce qui nous aide aussi à, disons, faire bouger les choses plus vite. Dans ces travaux, la délégation camerounaise était conduite par Oumaro Chinoun, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, celle du Brésil par son Excellence Viviane Los San Martin, l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe du projet Filets sociaux au bénéfice de 20 000 ménages dans la région du Sud Cameroun. Des chiffres dévoilés à Ebolova par le coordonnateur national du projet Filets sociaux, Michelin Dio, au cours de l'atelier renforcement des capacités des gestionnaires locaux de ce projet dans le Sud. Charles Lebon-Nouesso de CRTV Sud. Près de 20 000 personnes sont bénéficiaires du projet Filets sociaux dans la région du Sud. Cet objectif gouvernemental visant à réduire la pauvreté transforme progressivement la vie des populations. J'ai bénéficié première fois de 20 000, deuxième fois 20 000, ça me fait 40 000. Et ces 40 000 là m'a beaucoup aidé parce que j'avais un congélateur qui était en panne. J'ai pu réparer avec ça pour me débrouiller avec. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant et je remercie le président de la République parce que ça m'a fait avancer. Pour davantage mieux encadrer les populations, l'organisation renforce régulièrement les capacités des gestionnaires. C'est le cas des répondants de l'ONG Saint-Albert Charity, chargé d'appuyer la mise en œuvre des phases 8 et 9 du projet Filets sociaux. Nous avons déjà sélectionné un bon nombre de bénéficiaires. Nous avons commencé les paiements dans certaines communes de transport monétaire ordinaire pour 8 000 bénéficiaires. Le transfert monétaire en échange des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre, ce que nous appelons les TIMO, pour 6 500 bénéficiaires. Et puis les transferts monétaires d'urgence reposent contre le Covid pour 5 000 bénéficiaires. Je crois que l'enveloppe, c'est autour de 4,5 milliards. Mais cette belle ambition des pouvoirs publics rencontre encore quelques obstacles sur le terrain. D'où l'appel à une participation générale et synergie des populations, les autorités et les gestionnaires, afin de redonner plus de sourires et de rêves aux populations du Sud. 1000 litres de carburant de provenance douteuse saisis à Koutaba dans la région de l'Ouest. L'opération conduite par le comité régional de lutte contre la fraude des produits pétroliers a permis de mettre la main sur des trafiquants véreux qui foulent aux pieds toute réglementation et mettent en danger la vie des riverains. Voici le reportage de André Aristide des combats de CRTV Ouest. L'endroit est des plus insoupçonnés, dans le sous-sol d'un immeuble en bordure de route en plein centre-ville de Koutaba. L'appartement banal est rempli de bidons de carburant de provenance douteuse, mais le poteau rose a fait long feu. À la suite des informations que nous avons reçues, sommes descendus sur ce site, sur instruction de monsieur le gouverneur, pour démanteler cet autre réseau de trafiquants de carburant dans la ville de Koutaba. Pour décourager les acteurs et leurs complices, les bidons vides ont été détruits et ceux remplis ont été saisis et embarqués. Le site du magasin de stockage présente plusieurs dangers avec le feu de bois à proximité et les stations de soudure métallique non loin.
D'où ce message de sensibilisation. Un message aux populations de dénoncer ces auteurs, les auteurs de ces actes qui pratiquent une activité qui est extrêmement dangereuse pour leur propre vie. La cargaison a été conduite sous bonne escorte dans les locaux de la SCDP à Bafoussam pour des tests de qualité. La suite est une alternative, la vente aux enchères publiques ou la destruction pure et simple. Toujours dans le cadre de la traque des contrebandiers, les éléments de l'opération Halte au commerce illicite viennent de saisir 24 tonnes de sucre frauduleux. C'était à Dourbé et à la frontière avec le Nigeria. Le commandant de l'opération Alcomi 3, zone 3, revient sur les circonstances ayant conduit à la réussite de cette opération. Jude Mofor est interviewé par Ibrahim Mohamed Abbassi. On vient de mettre la main sur 480 sacs de sucre de 50 kg importés frauduleusement par un importateur qui ne veut pas respecter la loi. Et ces gens ont pris les sacs de farine au Cameroun pour amener au Nigeria et mettre le sucre dedans. Ça s'est déroulé à Magada. Magada, c'est à l'entrée de Maroua, à l'extrême nord. Et ces gens sont sortis, ils sont entrés par Dourbé. On les a pris donc à Magada. Ce stock de sucre est gardé dans notre bureau à Maroua. L'information est déjà envoyée à l'hiérarchie et on attend donc la solution, on attend donc la décision de la hiérarchie. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun ce soir, entretien avec un virologue au Centre des opérations des urgences de santé publique. Le docteur Joseph Fokam parle des résultats plutôt rassurants de la lutte anti-Covid au Cameroun. Il est l'invité d'Evariste Yenga. Bonsoir Evariste. Bonsoir. Le virus SARS-CoV-2 est-il aussi virulent qu'il y a 6 mois, 1 an ? Question ce soir au docteur Joseph Fokam, il est virologue au Centre international de référence Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Quel est l'état de virulence actuellement du virus SARS-CoV-2 au Cameroun? Effectivement, Évariste, ce que nous observons ces derniers temps, c'est une baisse significative en matière de nombre de nouveaux cas que nous enregistrons, ce qui suppose que nous sommes à la fin de la deuxième vague pour la Covid-19 au Cameroun. Ceci ne veut pour autant pas dire que le virus n'est plus virulent. Le virus est présent, mais circule à des taux très faibles. Si nous ne faisons pas attention, on court le risque de faire face à une troisième vague. Raison pour laquelle, avec cette baisse épidémiologique, nous voulions donc profiter grandement de demander non seulement au respect des mesures barrières, mais également à une participation massive à la vaccination, ce qui nous permettrait réellement de gagner ce bénéfice de baisse avec cette deuxième vague. Mais dites de manière comparée, est-ce que les risques de létalité sont les mêmes que lorsqu'on traversait le premier et le deuxième pic? Le virus garde la même létalité. Alors pour les personnes qui sont infectées aujourd'hui par la Covid-19, on a très peu de cas en réanimation ou bien sous oxygène, juste parce qu'on a très peu de nouveaux cas également. Mais pour les personnes malades, le risque reste le même, raison pour laquelle le respect de ces mesures barrières, même en cette période de baisse de l'épidémie, reste encore de rigueur. Merci à vous, docteur Joseph Fokam. Vous l'avez noté, les risques, ils sont de moins en moins présents. Le virus, il est de moins en moins dangereux pour les populations. Seulement, toutes les indications de départ restent de mise. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga pour toutes ces assurances. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale exhorte les populations de la région du Nord à continuer de maintenir vive la flamme de la paix et du vivre ensemble. Message délivré à Garoua par Monseigneur Julio Mourat en visite pastorale dans cette partie du pays. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord.
Ambiance festive à l'aéroport international de Garoua. Les fidèles chrétiens et même les populations en général rassemblées entonnent avec enthousiasme des chants pour un accueil des plus chaleureux du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Mourad, qui foule le sol de Garoua. En bonne place, le gratin politico-administratif conduit par le gouverneur Jean Abaté Edi. C'est longtemps que je désirais de venir ici pour connaître mieux aussi cette partie de notre pays, le Cameroun. Connaître, voir, écouter, apprendre. Au cours de la séance de travail avec les autorités de la région du Nord, Monseigneur Julio Mourad souligne qu'il est essentiel pour les populations dans leur riche diversité de continuer à vivre en harmonie en ayant toujours à l'esprit la consolidation de la paix et de l'unité. La volonté de chaque être humain de vivre en paix là où il se trouve et de construire quelque chose. On a besoin de la paix intérieure personnellement, on a besoin aussi de la paix, je pense, dans le monde entier et dans notre pays. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale a eu également des échanges avec les fidèles chrétiens à la croix où l'homme de Dieu s'est fait une idée de la vie de l'Église dans le Nord. Des distinctions honorifiques pour de valeureux citoyens du Oignon dans la région de l'Est, des hommes et des femmes fonctionnaires religieux et autres agriculteurs ont été décorés, honorés par le chef de l'État au titre du 20 mai dernier. Des décorations remises par le préfet. Voici le reportage de Oswald Medou. Ils arborent désormais fièrement le fruit de leurs efforts dans leurs champs d'expression respectifs. Ces médailles, comptant pour le 20 mai 2021, viennent récompenser un travail de terrain, une reconnaissance qui ne laisse pas indifférent. Cette reconnaissance pour nous est une raison davantage aller de l'avant afin que ce que nous avons commencé il y a 8 ans puisse continuer à apporter aux populations de la ville d'Abomba et qui sait, de la région de l'Est, de l'emploi, de la croissance. Et pour cela, nous voulons dire exprimer toute notre gratitude au chef de l'État. Dans la maison du parti d'Abomban, les heureux bénéficiaires sont célébrés par leurs proches et diverses personnalités venues rehausser l'éclat d'une célébration qui se voulait pourtant sobre. Pour le préfet du département du Oignon, outre le fait qu'elle récompense les efforts fournis, ces distinctions honorifiques sont également une invite à plus d'ardeur au travail. Chacun d'entre eux a particulièrement mérité. C'est une invite pour les autres à continuer de poser des actes patriotiques, de performer dans leur secteur respectif d'activité. Il y a des fonctionnaires, il y a des religieux, il y a des agriculteurs. C'est donc dédié aux Camerounais de partout. Et dans le département du Oignon cette année, il y en a eu pour presque tous les ordres. Et cela méritait bien quelques pas de danse sous des sonorités locales. Place au livre de la semaine. Être femme est un métier à plein temps. C'est le titre d'un recueil de 20 nouvelles, des histoires de femmes aussi captivantes et palpitantes les unes que les autres. Des récits rassemblés dans ce recueil pour en faire un livre. Allons en savoir davantage dans cette présentation de Serge Atanganabiso. On ne peut le lire et s'arrêter. Un peu comme les bimanes de feu Séverin Cécile Abéga, ces chroniques de femmes se dégustent tout d'un trait. Écriture vivante, anecdotes qui nous rappellent à tous la mésaventure soit d'une parenté, soit d'une voisine, d'une collègue de bureau. Être femme est un métier à plein temps. Le titre d'un recueil de 20 nouvelles. Il y a la mémé coquette de 50 ans qui s'acoquine au culte du dimanche avec un jeune qui pourrait être son fils, marié en l'occurrence, et dont la génitrice elle-même, amante du pasteur, goûte très peu cette idylle. Ça finit en déballage, scandale, japape, comme dit dans le livre. On a ensuite la jeune et belle Chisa qui enchaîne les dépits amoureux rocambolesques. Quand ce n'est pas une autre rivale qui la surprend chez le shoga, tous nus comme des vers après l'affaire, c'est la légitime du monsieur qui publie ses nus, dérobés du téléphone du mari sur Facebook. Goûtons cette troisième histoire d'une qui s'est mariée recto verso à, ça se dit aussi ainsi, à un pervers qui va tout bonnement violer sa petite sœur de 9 ans d'âge et filer aux 2 sœurs infortunées une grosse moitié de ses microbes, dont le VIH. Au nom de l'amour, elle va empoisonner Pascal, aussi sec. Je ne les dirai pas toutes ici, pour vous garder un peu de la richesse du vocabulaire, du génie de l'écriture. Être femme, le long de ces 221 pages,
c'est 20 métiers à temps plein, pas seulement un. Trivial des fois, les narrations sont géniales, bas la terre, documentées à souhait. Vous saurez qu'une femme riche ne prie pas comme une pauvre, qu'à être riche et femme, ancienne d'église, femme politique et mariée de surcroît, il n'y a pas meilleure formation pour savoir faire semblant, sans nuance. Aux éditions Nuance, 2020. C'est un recueil à lire absolument. Coupe de la Confédération africaine de football, la demi-finale Coton Sport Jeunesse Sportive de Kabylie aura lieu demain dimanche à 17h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les deux équipes ont tenu leur conférence de presse d'avant-match ce samedi avant la reconnaissance de l'aire de jeu. Veille de match, c'est un reportage d'Évariste Yenga. Arbitral de la demi-finale Coton Sport JS Kabylie est égyptien. Ici, Amin Mohamed Omar, l'arbitre central, ses deux assistants et le quatrième arbitre à l'échauffement. Là, le trio venu aussi du Caire qui sera aux commandes de la vidéo assistance, la VAR. Tout à côté, la jeunesse sportive de Kabylie prend ses marques sur la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Algériens se sont limités à l'échauffement devant les caméras avant de peaufiner les stratégies sans la presse. Mais un peu plus tôt, les Kabyles ont dit leur engagement à gagner le match aller. On arrive avec confiance mais pas suffisance. On sait qu'il va falloir être très combatif, et montrer un gros état d'esprit, montrer beaucoup de solidarité pour pouvoir réaliser un résultat ici. Les cotonniers rassurent, la victoire est leur objectif. Nous sommes venus avec la ferme conviction d'aller le plus loin comme possible dans cette compétition. La délocalisation du match n'a rien à contrecarrer notre chevauchée vers l'avant. La demi-finale Coton Sport JS Kabylie, c'est ce dimanche à 17h. La CAF a autorisé l'accès au stade de 5000 spectateurs. Les billets sont en vente à la FICA Foot dès 9h ce dimanche. Encadrement et formation des jeunes pépites de semences olympiques, le centre de formation en football vient de signer une convention avec une équipe brésilienne, une structure brésilienne. Les deux parties s'engagent ainsi à accompagner les jeunes footballeurs pour une meilleure relève dans le domaine du football. Plus de détails dans ce compte rendu de Martin Bani. Une poignée de main pour sceller ce partenariat à travers la signature d'une convention sur l'encadrement et le suivi des jeunes pépites du centre de formation de football Semences Olympiques. Cet échange de parapheurs fait de ce centre de formation un partenaire clé de la COUFA. Nous allons asseoir les échanges entre le Cameroun et le Brésil. Par exemple, quand vous entendez parler du tournoi Semences Olympiques, de plus en plus vous verrez des joueurs, des équipes étrangères, pas forcément brésiliennes. Parce que l'avantage de COUFA, c'est que on peut vous financer pour aller faire les essais en Grèce, alors que c'est Barcelone qui paye. Donc c'est une grande toile dont il faut en profiter au maximum. Après la signature de cette convention, la délégation brésilienne s'est rendue sur l'aire de jeu pour s'entraîner et apprécier quelques gestes techniques de ces footballeurs en herbe. Nous sommes ici pour réaliser le rêve de ces footballeurs. Vous savez, le Cameroun et le Brésil sont deux grandes nations de football. Nous venons donc en aide aux clubs qui forment des jeunes joueurs afin qu'ils deviennent des grands footballeurs. Je suis très content de l'accueil que le peuple camerounais m'a réservé. Je me sens comme Camerounais. Accompagner ces jeunes dans les études et dans la formation au football, les deux parties s'y sont engagées. Voilà qui met fin à ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sidouane Monkam, Raïssa Nzié et Christelle Beyin Nkomolone. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez en compagnie de Joseph Gouetta-Mandeng et de Ewane Pauline. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.